Bonjour à tous, je suis content de vous accueillir pour ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Nicolas Bouet, je suis le directeur général de la société HMI MBS. Donc je vous remercie d'assister à cette présentation et je remercie l'Estopol d'avoir organisé cet événement. Tout d'abord, je vais vous présenter notre société. Très rapidement, HMI MBS, c'est une entreprise qui a 20 ans d'existence, qui est distributeur des cobots Universal Robot depuis 2012, qui compte 32 collaborateurs et qui réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Pour revenir à la cobotique, tout d'abord, la cobotique, il faut savoir que ça concerne plein de domaines différents. Le principe de la cobotique, c'est regrouper toutes les technologies qui aident l'homme en fait à mieux travailler. On va retrouver donc dans le domaine de la cobotique les exosquelettes, les systèmes qui permettent sur les chantiers, par exemple, de transporter les parpaings. Les systèmes d'assistance à la manutention, ce qu'on va retrouver dans les publicités pour Carglass pour la mise en place des pare-brises sur les voitures. On les voit avec des systèmes de bras pour les aider à mettre en place les pare-brises. Et les robots 6-axes collaboratifs tels que Universal Robot. En parlant de robotique, on va différencier vraiment la robotique industrielle de la cobotique. Les robots industriels, c'est vraiment une technologie qui est éprouvée, qui a plus de 40 ans d'existence, qui est très pointue, qui est capable d'être très précise, de transporter des charges très lourdes à très grande vitesse, mais du coup qui nécessite une mise en œuvre qui est complexe. Tout d'abord, souvent, il faut les protéger par des enceintes de sécurité. Ensuite, qui vont prendre de la place, ça va prendre beaucoup de place au niveau du sol. On va avoir besoin de les programmer par des experts. Et il va y avoir plein d'accessoires périphériques du fait de toutes ces contraintes qui vont être obligées de s'ajouter. En contrepartie, la cobotique, en fait, c'est une mise en service qui va être beaucoup plus simple. Déjà pour la programmation, c'est une programmation dans le cas des cobots UR qui se fait entièrement en français. Ensuite, qui va permettre, les cobots sont très légers. Il faut savoir qu'un cobot le plus lourd, il fait 30 kg chez nous. Donc on va pouvoir facilement les déplacer. Le matin, avoir une exploitation, l'après-midi, avoir une autre exploitation. Du fait qu'ils intègrent des capteurs de sécurité, des capteurs d'effort et toute une logique derrière, on va pouvoir travailler à côté des humains. Donc tous ces éléments-là font qu'en fait, en finale, une cellule cobotique est souvent moins onéreuse qu'une cellule robot traditionnelle et est beaucoup plus flexible. Donc grâce à ça, on va avoir des retours sur investissement qui vont être beaucoup plus rapides. En termes d'utilisation des robots collaboratifs, il y a deux grandes familles d'applications. Il y a d'un côté le travail coopératif, où l'opérateur va déléguer des tâches auprès du cobot, typiquement du chargement, déchargement de machines-outils, de l'encaissage, de la palettisation, dans le but de le soulager par rapport à des TMS ou des efforts pour lui qui ne sont pas agréables, ou des tâches répétitives. Et la deuxième zone de travail, qui est le travail collaboratif, où là, on va avoir une vraie interaction entre le cobot et l'humain. Typiquement, le cobot va prendre une pièce, va la présenter à quelqu'un qui doit faire du brasage dessus. Il va d'abord présenter la première phase de la pièce à braser, l'opérateur va réaliser son opération de brasage. Ensuite, le cobot va tourner la pièce, l'opérateur va réaliser sa deuxième position de brasage, et ainsi de suite. Et là, on a une vraie interaction entre le cobot et l'opérateur. Donc, deux grands types d'applications, travail coopératif, travail collaboratif. En termes de normes, il faut savoir que la norme qui régit la robotique collaborative, en fait, il y a trois textes principaux. Les deux textes ISO, la 10218-1 et la 10218-2, complétés en fait pour vraiment l'aspect collaboratif par la spécification technique TS 15066. L'idée maîtresse qu'il faut retenir de ces trois textes, c'est en fait que pour toute application cobotique, il faut réaliser une analyse de risque. Je reviendrai sur ce point-là après, mais c'est vraiment fondamental de se dire à chaque fois qu'on fait une application cobotique, on doit faire une analyse de risque. La norme ISO TS, ensuite, elle a défini comment exploiter le cobot. Il y a 4 modes pour elle de fonctionnement qui ont été définis. 1. L'arrêt nominal de sécurité. Le deuxième point, c'est le guidage manuel. Le troisième mode de fonctionnement, qui est le contrôle de la vitesse, la descente séparation. Et enfin, la limitation force et énergie. L'arrêt nominal de sécurité, en fait, c'est comme une exploitation d'une cellule traditionnelle. On va s'arranger pour que le cobot soit jamais au même endroit que l'opérateur. Pour ça, souvent, on va mettre le cobot dans une enceinte fermée, soit par des grillages, par des polycarbonates, par des carters, soit par une enceinte virtuelle avec des barrières immatérielles. Et dès que l'opérateur va arriver dans la zone de travail du cobot, le cobot va s'arrêter. Le guidage manuel, ça concerne plus, comme je vous dis, tous les systèmes d'assistance à la manutention, comme j'ai cité tout à l'heure, les bras, Carglass, etc. Ça nous concerne moins, sauf si on utilise le cobot dans une fonction particulière qui permet de faire de l'assistance de charge, de la manutention. Le troisième mode, c'est le contrôle de la distance et de la vitesse et de la distance séparation. Il faut savoir que pour ça, pour mettre en œuvre cette fonction, il faut que le robot ait une faible inertie, ce qui est le cas dans le cas du R. On a des structures en aluminium, les robots sont très légers, ce qui fait que le robot va réagir très vite en fonction d'informations extérieures et pour adapter sa vitesse très facilement. Et on va rajouter un autre organe qui va nous permettre de mesurer l'éloignement de l'opérateur du cobot.
Typiquement, quand l'opérateur va être loin, le Kobo va pouvoir aller à pleine vitesse. L'opérateur va s'approcher, le Kobo va passer en mode dégradé et réduire sa vitesse. Et l'opérateur s'approche encore plus, le Kobo s'arrête. L'opérateur s'éloigne, le Kobo repasse en mode dégradé, vitesse réduite, et ensuite va repasser en pleine vitesse. Donc ça, c'est vraiment le mode 4, le mode 3 pardon, du fonctionnement de la cobotique. Et enfin, le dernier élément qui est un vrai atout du cobot, c'est le fait de pouvoir mesurer les efforts, en fait, aussi bien au niveau de sa tête, de ses différentes articulations, et donc de contrôler s'il y a un impact avec le monde extérieur. On définit deux types de contacts, le quasi-statique, où en fait on fait un pincement, et le contact dynamique ou transient de contact, où on vient pousser l'opérateur. La norme a défini en fait un certain nombre d'efforts qui sont acceptables, ou d'énergie qui est acceptable à transmettre à l'opérateur, suivant les différentes parties du corps. Donc ça, c'est vraiment possible parce que le cobot intègre un capteur d'effort. Comment on va mettre en œuvre en fait un cobot, une cellule cobotisée, en tenant compte de tous ces textes et de cette normalisation? La première chose à faire, ça va être de faire une analyse de risque qui va permettre de définir la collaborativité du projet. Ensuite, on va réduire les vitesses au maximum. Enfin, on va concevoir un outil non agressif, en considérant bien pas seulement l'outil, mais aussi la pièce qu'on transporte avec l'outil. On va mettre en place une verrine qui indiquera l'état du Kobo. On va préciser la zone de travail du Kobo. On va mettre un pictogramme cobotique. On va notifier le checksum, je reviendrai sur ce point-là de sécurité, sur la fiche de poste. Et enfin, si c'est nécessaire, on pourra ajouter des organes de sécurité complémentaires. L'intérêt de l'analyse de risque, je vais vous expliquer, je vais l'illustrer par un exemple très simple. Sur la photo qui est située à votre droite, vous voyez le préhenseur. En fait, on a un préhenseur qui prend et le robot manipule un carton. Donc imaginez une application robot où le robot vient prendre un carton sur un convoyeur A, le lève, le transfère et le pose sur un convoyeur B. L'opérateur s'approche, touche le carton se décroche, tombe, pas de risque, touche le robot s'arrête, pas de danger non plus. Première application, pas besoin d'enceinte de sécurité. Deuxième application, même robot, même préhenseur, même convoyeur A, convoyeur B. Simplement, la pièce qu'on va venir chercher n'est plus un carton, mais c'est une tôle qui va faire 5/10 d'épaisseur. Mon robot vient, prend la pièce, la déplace et la transfère. Là, vous voyez, je suis en train de déplacer une lame de rasoir en fait au sein de mon atelier. Pourtant, j'ai rien changé. J'ai le même programme, même préhenseur, même robot, même environnement. Le seul point qui a changé, c'est la pièce. Premier cas, pas d'enceinte de sécurité. Deuxième cas, obligatoirement une enceinte de sécurité. Donc c'est vraiment important de faire cette analyse de risque lorsqu'on va créer une cellule cobotisée. Deuxième point, la vitesse. Il faut bien préciser une chose, c'est qu'un cobot, son but, c'est pas de dire j'enlève 3 opérateurs et je mets une cellule super rapide à la place qui va remplacer tout le monde. Non. Le but du cobot, c'est réellement d'ajouter un troisième bras à l'opérateur pour le soulager des tâches à faible valeur ajoutée et qui peuvent être génératrices de TMS. Typiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de l'encaissage toute la journée, récupérer des produits en sortie d'une machine d'emballage et les mettre dans un carton. Ça va générer des TMS. Et le but de l'UR, c'est ça. Et du coup, l'opérateur va être soulagé de ces tâches-là, va pouvoir se recentrer sur sa vraie valeur ajoutée. Nos opérateurs ont des vrais savoir-faire, que ce soit en contrôle qualité, en réglage machine, sur plein d'autres éléments. On va pouvoir recentrer l'activité de l'opérateur sur toutes ces autres tâches. Dans le cas d'une application robotique collaborative, en fait, on va toujours mettre la vitesse la plus lente possible, mais qui soit conforme avec votre besoin de production naturellement. Autre point qui est intéressant lorsqu'on va faire une mise en œuvre d'un cobot, ça va être de bien concevoir l'outil. Effectivement, l'outil peut potentiellement rentrer en interaction avec l'opérateur. Donc pour éviter de blesser l'opérateur, on va concevoir l'outil avec des bords arrondis, on va même ajouter des mousses de protection autour de l'outil. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et aussi considérer la pièce transportée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a fait à l'étape précédente, à l'analyse de risque. On va mettre une verrine. Pourquoi on va mettre une verrine? Le Kobo, il fonctionne dans nos ateliers potentiellement sans enceinte de sécurité. On peut imaginer que le Kobo, il est à l'arrêt, parce qu'il attend qu'une pièce soit finie de la machine-outil pour venir la chercher. Mais ça, l'opérateur, il ne le sait pas qu'il est juste à l'arrêt ou en stand-by. Est-ce qu'il est réellement complètement arrêté ou est-ce qu'il est en stand-by? Grâce à cette verrine, on va pouvoir informer l'opérateur de l'état du Kobo pour ne pas surprendre l'opérateur. Typiquement, lorsque c'est allumé vert, il va être en travail. Allumé en rouge, ça va pouvoir dire il faut recharger des pièces ou la palette est à changer, etc. Et en rouge, il est en arrêt. Donc voilà, c'est vraiment le but d'informer l'opérateur. De la même façon, toujours pour informer l'opérateur et éviter ce côté effet de surprise d'avoir un actionneur tel qu'un Kobo se mettre en route à côté de soi sans qu'on soit surpris, on va pouvoir préciser la zone de travail du Kobo. Imaginez, vous installez le Kobo sur une table, on peut imaginer que la zone de travail, ça soit la table. Sur la photo de gauche, on a un châssis, un bâti qui supporte le Kobo, on a prolongé un peu la base du bâti en jaune pour montrer que c'est la zone sur laquelle le Kobo peut agir.
Sur la photo de droite, vous voyez, on a mis un tapis en fait ergonomique pour les opérateurs. Et sur cet élément-là, en fait, la zone rouge est la zone où l'opérateur est censé pouvoir rencontrer le robot. Quand il est dans le jaune, il est dans une version complètement sécurisée. Donc on va toujours essayer de prévenir l'opérateur de sa zone dans laquelle travaille le robot. Enfin, on va installer un pictogramme pour préciser qu'on a bien affaire à une cellule collaborative et une fois plus avertir l'opérateur. Dernier point qu'on va faire, on va ajouter le checksum. Alors qu'est-ce que c'est que le checksum? En fait, lorsqu'on paramètre un Kobo en fonction de l'analyse de risque va nous dire, voilà, pour votre application, vous devez appliquer tel effort sur tel axe, vous devez aller à telle vitesse maximum, et tous ces paramètres, on va pouvoir les régler dans le Kobo. Et tous ces paramètres vont générer, cette configuration va générer en fait un code unique, qu'on appelle un checksum, qui est en fait un code à la fois couleur et numérique, qui est propre à chaque configuration de sécurité. Et donc, pour que l'opérateur travaille d'une façon safe avec son Kobo, une configuration de sécurité a été définie et on reporte en fait ce checksum sur sa fiche de poste. Et quand il arrive le matin, il doit contrôler que le checksum qui est sur le robot est conforme à celui qui a été prévu pour l'application. Si ce n'est pas le cas, il prévient son chef qui viendra remettre le robot en configuration adéquate pour l'application définie et pour travailler en toute sécurité. Si on a besoin de mettre en place des organes de sécurité, typiquement, comme je dis tout à l'heure, on transporte des pièces pointues, on transporte des pièces tranchantes, etc. Il va falloir rajouter des organes de sécurité. Un organe simple, c'est le scrutateur laser. Le scrutateur laser, c'est un capteur qu'on va pouvoir placer au pied du robot et qui va pouvoir mesurer l'éloignement de l'opérateur du robot. L'opérateur étant loin, le robot va pouvoir fonctionner à pleine vitesse, comme j'ai dit. L'opérateur s'approche, le robot ralentit. L'opérateur s'approche encore plus, le robot s'arrête. L'intérêt du scrutateur laser, c'est que ça n'empiète pas en fait sur la zone de travail avec des poteaux, des grilles, etc. Et malgré tout, ça sécurise le Kobo et la cellule cobotique. Donc, en résumé, le robot collaboratif favorise l'interaction avec l'utilisateur grâce à la maîtrise de sa force, de sa vitesse et son environnement, grâce à son poids, qui est 10 fois plus léger que les robots traditionnels, grâce à son design mécanique qui est sécurisant, vous verrez tout à l'heure, je vous le remontrerai, toutes les formes sont arrondies sur les robots, il n'y a pas de zone de coincement ou de pincement, il n'y a aucun souci. Sa programmation, qui est en français facile dans le cas du R et accessible à tout le monde. Et sa capacité d'être flexible, évolutif et connecté, c'est-à-dire que le matin, vous pouvez faire une première application, l'après-midi une autre application, et aujourd'hui même vous avez une production d'un produit A, la production s'arrête, vous pouvez recycler le robot sur une autre production d'un produit B pour faire autre chose. Comment Universal Robot répond à la réglementation? En fait, Universal Robot répond à la réglementation avec un robot qui est certifié par l'organisme allemand de sécurité TÜV, de contrôle allemand TÜV. Il est de catégorie 3, PLD, et il dispose de 17 paramètres de sécurité qui vont être les temps d'arrêt, qui vont être les limites de pause, des plans de sécurité, des limitations de force, et ainsi de suite. Il y a vraiment plein de critères de sécurité. La sécurité du coude aussi, qu'on va pouvoir maîtriser en termes de force, de vitesse. Donc tous ces éléments sous paramétrage de sécurité nous permettent de dire que les robots UR sont conformes aux différents textes qu'on a cités tout à l'heure, les 3 textes principaux, les 2 ISO 10218 et l'ETS 15066. Universal Robot, c'est une entreprise danoise qui est basée à Odense, donc européenne. Il faut savoir que pendant la période du confinement, Universal Robot a continué de livrer les clients partout dans le monde, et entre autres en Europe, sans aucun problème. On a continué d'assurer le SAV pour nos clients, et on a pu ainsi maintenir une bonne activité pour tous nos clients. Universal Robot, c'est une entreprise qui a été créée en 2005, qui a commencé à commercialiser ses robots en 2010, qui en 2018 a eu le prix Engelberger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Universal Robot, c'est plus de 65 brevets déposés, plus de 700 partenaires dans le monde, et surtout, c'est plus de 46 000 robots vendus dans le monde. Donc c'est vraiment un produit, ils sont reconnus, c'est le leader mondial dans le domaine de la cobotique. Il y a une vraie expérience, un vrai savoir-faire. La gamme UR, elle est composée de 4 produits. UR3i, UR5i, UR16i, UR10i. 3, 5, 16 et 10 sont les charges embarquées, les capacités de porter une charge. Alors il faut savoir que chez Universal Robot, quand on dit qu'un robot prend 16 kg, il prend 16 kg aussi bien replié que le bras tendu en l'air et dans toutes les positions. Ce n'est pas seulement une certaine distance de la base. L'UR3 est capable de porter 3 kg, l'UR5 5 kg, UR16 16 kg, UR10 10 kg. Ensuite, le deuxième élément qui est important par rapport à la gamme et dans le choix d'un robot, c'est son amplitude de mouvement. Il faut savoir que l'enveloppe de travail, c'est-à-dire que la zone que la tête du robot peut atteindre dans l'espace, dans le cas des Kobo UR, c'est une sphère. Pour un UR3, la sphère fait 500 mm de rayon. Pour un UR5, la sphère fait 850 mm de rayon. Pour un UR16, la sphère fait 900 mm de rayon. Et pour un UR10, ça fait 1300 mm de rayon.
C'est-à-dire qu'avec un UR10, on est capable de faire une sphère de 2,60 m de diamètre. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire des applications de palettisation, donc poser des cartons sur des palettes, grâce au robot UR10. Il y a plein d'applications possibles dans le domaine de la cobotique. Et UR va permettre de répondre à toutes ces applications. Ces applications, elles vont à la fois du domaine du collage, de l'assemblage, vissage, etc. Dans le domaine du conditionnement, que ce soit la palettisation, l'encaissage, du polissage, de l'achargement de machines, de l'inspection qualité, même dans les laboratoires pour la prise d'éléments, par exemple d'échantillons de sang pour charger les automates d'analyse. Tout ça, c'est possible et faisable. Mais vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec UR. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur notre site internet HMI MBS. Vous verrez, on a fait une approche pour pouvoir trouver toutes les applications potentielles. Un autre atout d'UR, c'est d'avoir développé le côté UR+. Alors qu'est-ce que c'est qu'UR+? En fait, c'est tout un écosystème qui a été développé par UR en partenariat avec des fabricants d'accessoires pour créer des accessoires qui soient plug and play avec le robot. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, lorsqu'on va mettre un accessoire sur le robot, typiquement une pince, lorsqu'on veut mettre une pince sur le robot, on va installer physiquement la pince, la relier au robot, installer un petit driver dans le robot et ça va directement rajouter des fonctions dans la programmation du robot telles que ouverture pince, fermeture pince dans le cas d'une pince. On va retrouver ces mêmes fonctions avec des systèmes de préhenseur par le vide où on va retrouver la fonction activer vide, désactiver vide. Voilà. Et tout ça, c'est des accessoires plug and play. Ce qui veut dire que grâce à cet environnement UR+, vous avez un besoin de prendre, pour une application, de prendre une pièce, de la mettre dans une machine de marquage, et de la sortir du marquage et de la remettre dans un thermoformé. On va définir avec vous quels sont les accessoires adéquats et construire votre solution que sur une base de produits catalogue. On va dire pour votre application, il va falloir un UR5, on va lui mettre une préhension par le vide à l'extrémité, on va lui mettre un pied standard, les cadences font que, parce qu'on fait une analyse de risque et on voit qu'il n'y a pas besoin de scrutateur. On peut vous assister pour la programmation, la mise en œuvre, ou vous pouvez faire des formations. Et ensuite, vous mettez en œuvre votre cellule robotisée. Tout ça très simplement grâce à cet écosystème UR+. Vous pouvez retrouver tout cet écosystème sur notre site internet hmi-mbs.fr. On va retrouver des systèmes de distribution, des systèmes de palettisation, des systèmes de vision, des systèmes de guidage de câbles, vraiment beaucoup de choses. Des systèmes de chargement vraiment dédiés au chargement, déchargement de machines-outils, des systèmes d'aspiration, des pieds télescopiques, des changeurs d'outils, des logiciels qui permettent d'utiliser l'écran du robot comme un IHM, des capteurs d'effort, des pinces diverses et multiples, vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet tout ce qui existe comme accessoire aujourd'hui pour Universal Robot. D'ailleurs, maintenant, je vais vous présenter trois petites applications, trois familles d'accessoires qui ont été développées par des partenaires. Première application que je vais vous présenter, c'est un système de polissage. Donc c'est OnRobot qui a développé un système de polissage. Le principe, c'est qu'en fait, le robot e-Series intègre un capteur d'effort dans sa tête, et grâce à ce capteur d'effort, on va pouvoir maîtriser la force qu'on applique au gramme près. Le robot va venir chercher un élément à polir, et va venir le polir grâce à cet élément de polissage. Et en fait, on va contrôler plein d'éléments. On va contrôler la force qu'on applique, la vitesse relative entre le polissage et l'élément là, et tout ça se fait très simplement, directement à travers l'écran du Kobo. Donc ça, c'est Robotique qui a développé ce produit-là. C'est vraiment très simple à utiliser, et tout ça grâce au capteur d'effort qui est intégré directement dans le Kobo. Deuxième application que je vais vous présenter, c'est une application de vissage. Donc là, c'est OnRobot qui a développé ce produit de vissage. Ce produit de vissage, donc, c'est composé d'une visseuse, d'un système de distribution de vis, et en fait, de la même façon, le robot vient chercher une vis, et il va venir la visser ici. Donc il prend la vis, il vient la mettre, et il fait son opération de vissage. Vous voyez, ce qui est important de noter dans le cas présent, c'est qu'en fait, on a une solution qui est entièrement intégrée pour l'UR. Vous voyez qu'ici, toute la bride, tout est prévu pour être fixé sur l'UR. Tout le câblage aussi est prévu pour être sur l'UR. Tout le paramétrage se fait directement sur l'écran de l'UR et on va retrouver toutes les fonctions directement sur l'écran. Donc ça, c'est vraiment très simple. Et donc ça, lorsque vous achetez le module, vous avez le distributeur de vis, la visseuse, les embouts qui vont avec et tout un kit qui vous permet en fait d'adapter en fonction des vis et des applications de vissage que vous avez. Mais une fois de plus, c'est une application plug and play. On rajoute les éléments, le petit driver dans le robot et ça rajoute des fonctions pour la programmation. Troisième application que je vais vous présenter, c'est juste une application très simple en fait de prise et de dépose. Donc ici on va retrouver quoi? Une caméra qui vient identifier les pièces qui sont dessous, un système de préhension par le vide, pareil, qui est intégré au robot. Et vous voyez, tout est prévu et bridé pour que ça se monte directement sur le robot très simplement. Et on va pouvoir mettre très simplement en place, alors la vision c'est quelque chose de très compliqué jusqu'à maintenant, et aujourd'hui grâce à ces produits-là, on fait une fois de plus du plug and play, et une mise en œuvre qui est très simple, et tout se fait directement sur le paramétrage sur l'écran du robot.
Donc voilà, vous voyez en fait l'intérêt du R, c'est pas seulement le côté collaboratif sécuritaire, c'est la simplicité de mise en œuvre par la programmation et la simplicité de mise en œuvre grâce à cet environnement, cet écosystème qu'UR a développé avec des accessoires, des effecteurs, le tout étant plug and play. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, donc Société HMI MBS, notre site, on est aussi présent sur tous les réseaux sociaux, suivez-nous sur LinkedIn, n'hésitez pas. On a même des tutos tous les mercredis qu'on publie sur comment on monte une pince, comment on monte une visseuse, comment on met en œuvre tout ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et allez voir notre site www.hmi-mbs.fr. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir.